Merci, bonjour à tous. Alors juste pour préciser, quand on dit Data Lab de l'État, c'est Data Lab, c'est le Data Lab du interministériel. Il se trouve que des Data Labs, vous en avez plusieurs, y compris dans l'administration, mais aussi dans le secteur privé. Donc rapidement, un Data Lab, c'est quoi? Alors, on pourrait presque dire que c'est un mot fourre-tout pour dire dès qu'il y a des équipes qui vont travailler sur de la donnée, pour essayer d'en extraire des informations utiles. Donc je peux vous donner des exemples pour être peut-être un peu plus parlant, si je parle peut-être de secteurs qui sont éloignés de la question de l'administration. Dans l'automobile, typiquement, c'est un secteur que je connais un petit peu, donc je peux vous en parler. À partir des données des machines, vous allez essayer d'anticiper les pannes, ce qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive, pour réduire les pannes, justement. Donc vous prenez vos données et vous essayez de les triturer. Nous, on dit en interne, on fait de la datatouille pour essayer de concevoir quelque chose qui nous permet d'en extraire une information. Si on trouve quelque chose, hop, ça sort du labo, on dit « Ok, vous pouvez utiliser ça pour essayer de prédire ceci ou cela », ou ce qu'on va appeler du prédictif. Il y a aussi ce qu'on va appeler des algorithmes de segmentation, donc détecter des fraudes par rapport à ce qui n'est pas de la fraude. Et puis là, on revient un petit peu plus à des questions de l'administration. Il y a une politique prioritaire qui s'appelle la proactivité. C'est issu d'un rapport sur la pauvreté où vous avez énormément d'aides qui ne sont pas demandées. Donc, parce que les gens ne savent pas qu'elles existent, ils ne savent pas qu'ils y ont droit, ne savent pas lire tout simplement. Ils ne peuvent pas faire les dossiers. Si on pouvait anticiper tout ça et leur donner, ou au moins à minima les informer qu'ils ont droit à ces aides, ça serait déjà un gain pour lutter justement contre la pauvreté. Donc ça nécessite d'aller travailler les données et de trouver une façon de faire pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Et ça, un Data Lab, dont le mien en particulier, travaille sur ces sujets-là, où à partir des données, on essaye de construire des choses qui permettent d'avoir des choses utiles. Donc un endroit où on bidouille de la donnée, c'est ça? De la datatouille. Datatouille. On fait de D'accord. la datafouille et de la datatouille. Très bien, on va noter ça. C'est mieux que nos mots en anglais d'habitude dans nos conférences sur le sujet de la data. Bon, parmi les projets sur lesquels vous travaillez, il y en a un qui nous intéresse tout particulièrement, sur lequel on vous a demandé de nous parler ce matin, de nous présenter. Au moins un. On va parler des citoyens parce qu'il se trouve que parmi les projets sur lesquels vous travaillez, il y a un projet d'intelligence artificielle pour améliorer l'accueil des citoyens dans les espaces publics, dans les services publics en général. Donc, on va vous laisser nous présenter ce projet parce que je pense qu'il nous concerne tous potentiellement. Nous expliquer un petit peu comment ça marche et qu'est-ce que l'intelligence artificielle vient faire dans tout ça. C'est une excellente question. Donc là encore, je vais revenir un peu à la question précédente. Quand on dit Data Lab, il y a Lab dedans. Donc on teste, on fait des essais et on voit si c'est utile. Là encore, toujours la question, c'est quel est le cas d'usage, quel est le besoin, et la solution doit répondre à un besoin. Quand on dit l'intelligence artificielle est un outil, c'est un outil au service d'un cas d'usage pour nous. Et là, en l'espèce, on va tester sur ce qu'on appelle les maisons France Service, que vous connaissez peut-être, qui sont réparties sur tout le territoire, où vous avez des agents de diverses administrations qui sont là pour aider les citoyens à résoudre des problèmes ou des questions qu'ils ont sur des dossiers administratifs qu'ils ont. Donc ce qu'on va leur proposer, c'est un outil qui utilise de l'intelligence artificielle derrière, essentiellement pour faire de la recherche documentaire, de la recherche d'éléments réglementaires, extraire de l'information qui peut être pertinente pour justement traiter un dossier, préparer un dossier. Et cet outil sera à la disposition, en tout cas on veut qu'il soit à la disposition des agents dans les maisons France Service, et ces agents pourront ou non l'utiliser. Donc ça c'est important. C'est un des deux gros principes qu'on a, c'est que d'une part, on n'oblige pas les agents à utiliser ces outils, c'est un outil mis à disposition. Donc l'image que je donne, c'est vous avez un ascenseur et un escalier, si vous voulez faire du sport et prendre l'escalier, prenez l'escalier. La deuxième chose, c'est que l'agent reste responsable. Et ça, c'est très important, c'est une question de gouvernance. Et c'est aussi en lien avec ce qui a été dit juste avant, l'humain reste derrière.
ce n'est pas la machine qui va parler aux citoyens, c'est bien l'agent. Et c'est justement, là j'en viens à l'objectif, un des objectifs affichés de cette expérimentation, de cet essai, c'est qu'il s'agit de faire gagner du temps à l'agent, parce que chercher des documents, vous imaginez tous, vous pouvez prendre votre ordinateur et taper sur Google, poser des questions. Là, la machine est spécialisée pour justement répondre à ce type de questions, donc lui fournir une réponse plus pertinente rapidement, lui faire une synthèse de ces éléments pertinents. Et ça fait que, une fois que c'est pas le tout d'avoir la réponse à un problème, il faut aussi passer du temps à l'expliquer, accompagner, et ça c'est du temps que la machine c'est des choses que la machine ne fera pas. Donc si on peut libérer du temps à l'agent pour qu'il puisse faire ça justement, pour qu'il puisse justement avoir plus de valeur ajoutée, on estime qu'on fera peut-être gagner en qualité au niveau du service public à ce niveau-là. Donc ça c'est le but de cette expérimentation sur ce périmètre. Je précise ce périmètre parce que là encore, on avance par étapes. Et c'est déjà en service, ça va être bientôt en service, dans combien de maisons? Vous êtes bien curieux. Alors, on va le lancer, l'expérimentation va commencer officiellement la semaine prochaine. La réalité, c'est que pendant un mois, on a eu une personne de mon équipe qui s'est retrouvée dans des maisons France Service, donc à qui on a dû payer des billets de train TGV et qui a passé du temps dans les régions, dans les maisons France Service, auprès des agents, à discuter avec eux, à travailler avec eux, à essayer de comprendre le besoin derrière, ce qui pouvait leur être utile. C'est ça la question principale. Qu'est-ce qui peut vous être utile et en quoi on peut vous aider? À partir de là, nous, on a commencé à tatouiller, vu qu'on a dit le terme, pour essayer de voir ce qu'on pouvait extraire des informations qui pouvaient être mises à disposition des agents, justement, ce qu'on pouvait en sortir, ce qu'on pouvait leur proposer. L'expérimentation va officiellement commencer là, la semaine prochaine. Vous aurez ça va commencer par une première phase on dit formation, accompagnement. Il ne s'agit pas de dire, tenez, je vous donne un outil, testez-le, dites-nous ce que vous en pensez. Il faut aussi expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne. Et comme je vous l'ai dit, la responsabilité qu'il y a derrière et aussi l'acculturation au fait que ça reste eux les maîtres du jeu, ça reste les agents qui restent les maîtres du jeu, ce n'est qu'un outil à leur disposition. Donc ça va durer un bon mois. Et ensuite, ils vont commencer à pouvoir tester l'outil en direct avec nous, avec un certain accompagnement. Ça ne va pas concerner toutes les maisons France Service, parce qu'il y a quand même beaucoup d'agents là-dedans. Ça va concerner un petit panel un peu plus réduit. On parle d'une 50aine d'agents en une 20aine de maisons France Service. Et on va ensuite, à partir de là, recueillir des retours d'expérience, passer des entretiens avec eux. Alors, en tout cas, ça reste que des agents volontaires, donc ça c'est aussi important de le préciser, qui vont nous faire de retours, nous dire bon en fait ça sert à rien. Donc s'ils nous disent ça, on va être un peu triste, mais c'est pas grave, hein. On a d'autres choses, on a aussi d'autres sujets. Ou alors on va se mettre encore plus au travail pour essayer de vraiment leur donner quelque chose d'utile si on peut y arriver. Et on avancera comme ça, par itération. C'est extrêmement intéressant, puis vous le présentez avec beaucoup de franchise, de transparence et de modestie. Merci beaucoup. Si je comprends bien, il y a donc un algorithme ou des algorithmes avec de l'intelligence artificielle qui ont été entraînés et qui ont fouillé l'ensemble des aides, des dispositifs administratifs, à toutes les questions, y compris très complexes pour certaines, qui peuvent être posées à des agents d'accueil. Mais c'est quoi derrière? Qu'est-ce que vous avez utilisé? C'est ChatGPT? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? C'est une technologie américaine? D'où ça vient? Est-ce que j'ai le droit de m'offusquer? Non, ce n'est pas ChatGPT. D'ailleurs, si ça avait été ChatGPT, je pense qu'on n'aurait absolument pas travaillé sur ce sujet-là. Nous, on a travaillé sur... alors, je ne sais pas si vous connaissez dans ce monde-là, dans le monde de l'informatique et des geeks, il y a quelque chose qui s'appelle l'open source. Donc, les codes sont des codes ouverts qu'on peut réutiliser librement, auxquels on peut contribuer librement, et qui sont disponibles à tout le monde, pas juste à nous, pas juste aux codeurs, mais même à vous. Vous pouvez vous-même aller
recueillir ces codes-là et puis faire vous-même si vous avez un petit peu de connaissances en informatique ou si vous voulez qu'on vous aide à le faire, vous pouvez vous amuser à le faire. Donc, on travaille sur des briques open source et ça, c'est important. Nous, c'est aussi un des éléments clés. Alors, on parlait tout à l'heure de souveraineté. Y a de ça derrière. Alors moi je vais pas aller jusqu'à parler de souveraineté, j'ai parlé jusqu'à je vais simplement parler de au moins 2 thèmes. Le premier, c'est une certaine indépendance de l'administration, de l'État dans ses missions, c'est-à-dire qu'il y a des missions qui nécessitent une continuité des services publics. Le ministère clé là-dedans, souvent c'est le ministère de l'Intérieur typiquement, donc celui qui est en lien vraiment avec les citoyens et qui doit assurer une continuité du service public. Cette continuité-là, si on est dépendant d'un fournisseur externe, si on est dépendant d'une entreprise externe, voire d'un pays étranger, c'est en fonction du cas d'usage, là encore, on a des cas où c'est inacceptable, tout simplement. Donc il faut qu'on puisse travailler sur des choses sur lesquelles on est indépendant, on maîtrise, sur des infrastructures qui sont à nous et qu'on maîtrise. Donc c'est déjà une première chose. Donc non, ce n'est pas ChatGPT, ça veut dire qu'on a dû développer, nous, notre propre ChatGPT. Alors, pour simplifier, le nom public, le projet s'est fait appeler le projet Albert. Albert comme le prénom. Voilà. Et je suis en train de repenser à comment on en est arrivé à Albert. On en reparlera peut-être plus tard, mais voilà. Ça a été un processus démocratique, en interne en tout cas, juste pour le donner le nom du projet. Et après, il est sorti publiquement parce que le ministre l'a dit. Il a dit ah, et le projet Albert a dit ah bah maintenant c'est public. Donc maintenant on peut dire le projet Albert. Donc on a appelé ça Albert. En réalité derrière il y a plusieurs modèles. Donc comme je vous disais, l'intelligence artificielle sont des algorithmes. On a dû vous expliquer ça. Maintenant, faut pas oublier que ce qu'on fait, c'est des solutions complètes. Alors, l'image que je donne, et je vais encore revenir au monde de l'automobile, c'est que vous avez votre algorithme principal, c'est votre moteur. Mais si je vous donne juste un moteur et je vous dis, allez-y, prenez votre moteur et déplacez-vous avec, c'est votre véhicule, vous allez me dire, bah, il me manque les roues, le volant, le reste de la voiture, et il me faut aussi du carburant. Donc, là encore, il y a tout un ensemble de choses à ajouter, ce qu'on va appeler des briques d'ingénierie à ajouter. Il n'y a pas juste le modèle derrière. Nous, le modèle qu'on a derrière, donc le moteur qu'on a derrière, d'ailleurs, il y en a plusieurs. Et ils ne s'appellent pas Albert, ils ont des noms d'opéra parce qu'on aime bien, voilà, mes équipes aiment bien les opéras, donc ils leur ont donné des noms d'opéra, Carmen, Don Giovanni. Honnêtement, je me perds aussi des fois quand ils me parlent. Et Albert, c'est tout ça, c'est tout un ensemble de briques technologiques qui vous permet, au final, nous, ce qu'on va proposer aux agents, puisque là, pardon, tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, le deuxième principe de conducteur, c'est que les outils qu'on donne sont pour les agents, pas directement en lien avec les citoyens, justement pour cette question de responsabilité des agents. Ce sont les agents qui sont toujours responsables par rapport aux citoyens. Et donc là, ce qu'on va donner aux agents, qu'on leur donne un véhicule complet, c'est-à-dire une solution complète, et pas juste, tiens, je te donne un moteur, débrouille-toi. C'est très important. La question de la responsabilité, elle a été posée à plusieurs reprises dans les travaux des différents groupes, y compris encore hier. J'aurais une question complémentaire. Là, vous êtes dans une phase d'expérimentation, mais si demain, Albert, ou peu importe le prénom de ses successeurs, Albert 2, 3, 4, se développe, là, on parle pour l'instant de fonctionnaires dans les maisons France Service. Demain, on peut aussi imaginer que ça soit utilisé par des mairies, dans des guichets d'accueil, pour des CCAS. On a parlé du CCAS hier dans les compétences aussi du périmètre montpelliérain. Et d'ailleurs, je crois qu'Albert, comme c'est open source, il peut être mis à disposition, y compris des villes qui souhaiteraient le développer. Cet algorithme, on nous a expliqué que les algorithmes d'intelligence artificielle, on les paramétrait, on améliorait leur apprentissage, mais au final, ils font quand même toujours des erreurs. Alors, j'ai 2 questions. C'est est-ce que Albert a des hallucinations? Est-ce que des fois, il raconte n'importe quoi? Et deuxièmement, il se passe quoi? Parce que vous parliez de responsabilité, mais si en utilisant une intelligence artificielle, on donne des mauvaises indications à un citoyen qui vient chercher une information de service public, il se passe quoi? Qui est responsable? Qu'est-ce qu'on a comme moyen d'améliorer ça et peut-être de corriger ces erreurs aussi?
Alors, l'erreur est humaine et elle est aussi dans la machine à partir du moment où on parle d'intelligence artificielle. Alors, je pense que vous avez eu une présentation par Cédric Villani, des fonctionnements. Derrière, c'est ce qu'on appelle des modèles probabilistes. Donc, c'est des probabilités. C'est un peu comme si vous jouiez au dé et vous ne pouvez pas être certain que ça tombe sur tel ou tel chiffre. Là, vous avez des probabilités. Donc, à partir du moment où vous avez ça, vous avez nécessairement des erreurs, des hallucinations. De la même manière qu'un être humain, en réalité, d'ailleurs. C'est assez similaire, mais ce n'est pas exactement pareil. Qui est responsable derrière? Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ces outils sont à disposition des agents. Ce sont les agents, c'est l'administration. C'est l'administration qui est responsable face aux citoyens. C'est là la clé. Après, à partir de là, une fois que ça c'est dit, tout le reste en découle en fait. La machine va aider. Nous, on va essayer de réduire au maximum ces erreurs avec des briques technologiques avec des noms horribles, RAG, RLHF, bref, j'entre pas dans les détails, mais aller chercher le risque zéro sur des solutions technologiques, ce n'est pas la bonne perspective, selon moi en tout cas, et de toute façon, on est très 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 loin d'y arriver. Tout ce qu'on peut faire, c'est aider, guider, et alors peut-être préciser un petit peu, c'est que typiquement, dans les solutions qu'on propose, on travaille aussi à avoir un mécanisme d'évaluation, une sorte d'indication, un petit peu comme quand vous allez, je sais pas, alors j'utilise un site internet pour regarder les prix des maisons parce que j'aimerais bien acheter une maison. Et vous avez des évaluations qui sont faites. Derrière, ce sont des algorithmes. Ces algorithmes, vous avez des notes dessus. D'accord ? Ces notes vont vous dire un niveau de confiance. Donc, c'est aussi ce type d'indication qu'on doit fournir à l'agent, parce que c'est pas le tout de lui dire maintenant tu es responsable, c'est aussi lui dire l'accompagner à essayer aussi de comprendre ce qui ne va pas, ce qui pourrait, ce dont il a besoin pour savoir si c'est une information fiable ou pas. Il y a un niveau de confiance. Comme les applications de météo qui nous disent il va pleuvoir dans l'heure qui vient et c'est marqué fiabilité 90%. C'est ça, c'est d'ailleurs un meilleur exemple que celui que j'ai donné, oui, tout à fait. Et je voulais ajouter quelque chose, mais c'est très bien. Très bien, merci beaucoup. J'imagine qu'il va y avoir des questions, mais on va d'abord laisser Jacques-François Marchandise compléter et réagir, puis on gardera un temps de questions-réponses. Jacques-François, vous êtes chercheur et enseignant. Vous avez été parmi les premiers en France à réfléchir à des enjeux démocratiques autour du numérique, notamment en créant une association qui s'appelait la FING, qui pendant 20 ans a irrigué le débat, beaucoup entre experts, mais aussi avec beaucoup de collectivités locales, beaucoup d'acteurs publics, beaucoup d'entreprises privées qui se sont posées des questions sur ces évolutions du numérique, quel impact ça a sur notre fonctionnement démocratique. Et puis dans l'autre sens, Ulrich Stade vient de nous expliquer qu'on pouvait concevoir des IA qui vont s'adresser aux citoyens, en tout cas à l'attention des citoyens, même si c'est par l'intermédiaire des fonctionnaires. Mais est-ce que les citoyens, eux, peuvent s'adresser à l'intelligence artificielle ou en tout cas à celles et ceux qui conçoivent cette intelligence artificielle? Ici, on est dans une situation particulière. C'est la première fois en France qu'on a une convention citoyenne sur ce sujet organisée au niveau d'un territoire. Mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Vous avez une grande expérience de ces outils on va dire, de démocratie numérique. Je vous laisse la parole. Merci Jacques, merci beaucoup. Je suis tout à fait ravi de participer à ce moment très particulier que vous êtes en train de fabriquer. Donc c'est vraiment tout à fait formidable d'être ici avec vous. Je réponds à la question de Jacques Priol. Je m'occupe beaucoup de sujets d'inclusion et de médiation numérique, entre autres choses. Et ce lundi, j'étais à Laval, en Mayenne, et sur une grande journée dans laquelle il s'agissait de ces questions-là. Et le maire d'une commune rurale de Mayenne me dit, dans un échange que j'animais, me dit, mais en fait, quand on va, moi et mes administrés, sur un site internet qui nous demande de prouver qu'on n'est pas un robot, on ne comprend pas cette question du tout, et on finit par comprendre que c'est un robot qui nous la pose. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec le fait d'avoir une injonction de la part des robots à parler? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui parler, finalement, sur ces sujets-là, et en fait, ça vous est peut-être déjà arrivé de parler à des machines ou de leur répondre quand elles vous parlent, etc. Même quand elles sont sourdes, la plupart d'entre elles ne vous écoutent pas. Et celles qui vous écoutent, ce n'est pas toujours pour
pour des bonnes raisons. En l'occurrence, si je reprends la question que m'a posée Jacques Priol, est-ce que les citoyens peuvent s'adresser à ceux qui font les IA? En fait, je pense qu'on a été très intimidés depuis des années. Est-ce que c'est pot de terre contre pot de fer ou est-ce que c'est David contre Goliath? C'est ça qu'il va falloir savoir. Mais on a été beaucoup intimidés par non seulement l'aspect technique de tout ça, mais par les milliards qu'on nous raconte derrière tout ça, en disant l'Europe est ridicule, de toute façon, seuls les États-Unis et la Chine mettent suffisamment de centaines de milliards pour faire des choses à niveau. Là, on comprend, grâce à l'intervention d'Ulrich, que on peut faire des choses assez incroyables avec une équipe. Ton équipe, c'est 8 personnes, c'est ça? Bon. Et donc, remettons les choses à leur place. Une énorme partie des gens qui font l'IA, ce sont des équipes à taille humaine qui travaillent sur des projets dont ils connaissent et comprennent le périmètre. On n'est pas seulement confronté à des choses matures, industrialisées, qui nous dominent tout le temps. Il y a aussi beaucoup d'autres réalités de l'IA. Et donc, est-ce que par rapport à ça, on comprend et est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant à dire? Il y a déjà effectivement quelques exemples de concertation et même de négociation sur l'IA. Un des premiers exemples marquants il y a quelques années, c'était ce qu'on a appelé la Déclaration de Montréal. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé, mais c'est en l'occurrence l'Université de Montréal qui avait organisé un travail collectif d'un peu plus de 500 personnes dans la phase initiale qui a permis d'arriver à une déclaration commune avec des principes communs et qui était un exercice en soi tout à fait passionnant et qui a fait des petits et qui, au fond, nous inspire quand aujourd'hui on est dans ce type d'action. Et en fait, ma conviction, sur la base de cette expérience-là et quelques autres dont je vais vous parler, c'est que oui, la parole des citoyens peut être entendue, et par qui? Alors, d'une part, par les concepteurs de l'IA, par les acteurs de l'offre, par les développeurs, par les designers, par les architectes techniques, etc., par les entrepreneurs, et d'autre part, par les commanditaires, publics et privés, qui vont mettre des moyens dessus. Ils peuvent conditionner les moyens qu'ils mettent à tout un ensemble de choses. Alors, d'où est-ce que je parle, hein, Jacques l'a évoqué. J'ai pendant 22 ans co-animé et été un peu le pilote scientifique et prospectif de travaux collectifs sur les transformations numériques. Et en fait, j'ai aussi conduit un travail constant sur le numérique au service de la démocratie. Et je travaille assez souvent depuis 15 ans sur le numérique comme sujet démocratique. Est-ce que, en fait, on a besoin d'ouvrir le capot? Est-ce qu'on a notre mot à dire sur ce qu'il y a dans la machine? Par exemple, en animant des débats publics, des controverses, etc. Et en fait, ce qu'on voit quand on s'aventure dans cette direction-là, c'est que la question centrale de nos travaux n'est pas purement technique, elle est surtout qu'est-ce qui se passe quand les potentiels du numérique, les potentiels de ce champ technique assez particulier sont mis entre les mains de millions de personnes. Et qu'est-ce qui se passe plus précisément? À quelles conditions est-ce que le numérique est porteur de pouvoir d'agir ou non? À quelles conditions il est capacitant ou au contraire incapacitant? À quel moment est-ce qu'au fond il est émancipateur ou à quel moment est-ce qu'au contraire il est plutôt aliénant, il nous met dans des formes de soumission, etc. Il y a une dizaine d'années, il y a eu un élément très riche à ces réflexions qui était le rapport du Conseil national du numérique sur l'inclusion numérique qui était conduit par la chercheuse Valérie Bejeot, qui est aussi une militante associative, et qui s'intitulait « Citoyens d'une société numérique, accès, littératie, médiation, pouvoir d'agir ». Et donc, c'était la première fois qu'on se débarrassait de la vision qui disait, donc dans un cadre public concerté, de la vision qui disait le numérique, il y a les gens qui sont les attardés, et ça c'est la fracture, il faut qu'ils rattrapent le train, et puis il y a ceux qui sont dedans. Il ne s'agit pas d'être juste dedans ou attardé, il s'agit en fait d'en être des acteurs ou non, et d'être mis en capacité d'en être des acteurs ou non, et puis une partie de ça se lit sous l'angle des capacités et du pouvoir d'agir. C'est-à-dire qu'il y a un grand pouvoir sans mise en capacité, c'est quelque chose qui va poser problème. Et donc, si je prends 3 exemples rapides d'exercices auxquels j'ai pu contribuer de très près ou d'un peu plus loin. Premier exemple,
la ville et la métropole de Nantes, il y a 2 ans et demi à peu près, autour de la 5G, posant la question, mettant en place une concertation, un débat public sur les questions que pose l'ouverture des ondes 5G. Dans un cas de figure assez compliqué, c'est-à-dire que en fait, l'autorité de régulation avait donné son feu vert, les opérateurs s'étaient déjà engagés à tout un ensemble de choses, ce qui veut dire que ces débats, il y en a eu plusieurs en France, on pouvait penser qu'ils arrivaient trop tard, et pourquoi diable est-ce qu'on mettait en débat, et à quels endroits est-ce que il fallait faire. Et bien, justement, ça a été tout à fait passionnant de faire des choses que vous venez de faire, c'est-à-dire de définir les termes de la controverse, de se dire au fond où sont les sujets qui posent question, à quels endroits il y a des enjeux, et de mettre autour de la table ce que j'ai fait, des têtes de réseau et des experts. Des têtes de réseau, des gens qui étaient plutôt côté associatif, territorial, économique et aussi académique, hein, et de se dire, en fait, qu'est-ce qu'on sait là-dessus. Et la première chose qui me frappe de cette expérience, c'est que les experts les plus techniques disaient, mais pourquoi est-ce que des profanes viennent nous embêter avec des sujets que nous, en tant qu'ingénieurs télécoms, on connaît. Alors, s'il vous plaît, vous ne mêlez pas de la 5G. Et puis, les professeurs d'économie disaient, peut-être que tu t'y connais en télécom, mais en revanche, sur la dimension économique de l'usage des réseaux et du marché qu'il y a devant, etc., peut-être tu connais moins que moi. Et puis, les acteurs qui s'occupent d'aménagement du territoire disaient peut-être que nous, la question de la couverture, de l'équité de cette couverture, etc., c'est une question qu'on travaille autrement que de façon technique, mais en fonction des questions d'activité, de développement ou de besoins d'infrastructure du territoire. Et puis les questions environnementales, il se trouve que les ingénieurs télécoms les apprennent pas toujours de façon très très claire dans leurs études. Et puis les questions sanitaires, elles avaient besoin d'être posées. Donc vous voyez qu'on était arrivé assez vite à définir un arbre de débat sur 6 grandes questions dont on pouvait documenter pourquoi il y avait des opinions un peu clivées. Et la deuxième chose qu'on pouvait documenter, c'est le fait que c'était ceux qui parlaient le plus fort qui avaient eu la parole jusque-là. Et donc, ceux qui parlaient le plus fort, c'était les 5% des plus technophiles et les 5% des plus technophobes, de façon presque caricaturale. Et le reste du monde qui avait besoin de se construire une opinion, si on ne fait pas ce type de débat, ne pouvait pas se construire une opinion. Et l'idée, c'est fini. De toute façon, on a ouvert la 5G, etc. C'était fini, rien du tout. C'était fini, on était au début de cette histoire-là. On est toujours au début à propos, 2 ans plus tard. C'est-à-dire qu'on ne sait encore pas du tout ce qui est en train de se jouer en termes de renouvellement du parc de terminaux, en termes d'empreinte écologique, en termes de... pour mesurer des effets sur la santé, il faut pas mal d'années, etc. Donc, il y avait matière à construire ce sujet. Sur Brest, Métropole et les services publics locaux de la donnée construits par Brest Métropole avec un ensemble de partenaires, là, la conférence de citoyens qui a été mise en place à l'initiative de la métropole, en fait, visait à se poser des questions autour des data avec un panel de citoyens plus petit que le vôtre, mais de gens qui n'avaient en fait pas tellement conscience qu'il y avait un lien entre les données et le territoire. Ce qui m'a frappé dans cette expérience-là, c'est à quel point, en assez peu de temps, cette vingtaine de citoyens étaient montés en compétences et s'étaient mis à poser des questions assez pointues, s'étaient mis à avoir des points de vue assez solides et assez concrets, et à produire à l'arrivée des principes et des questionnements qui sont extrêmement utiles et, comme ça a été dit précédemment, à demander un suivi, à demander qu'il se passe des choses derrière. Et puis je donne un dernier exemple qui est celui d'un débat qui initialement était un débat 5G organisé par la ville de Rennes qui s'est déroulé de façon très intéressante, qui a produit des recommandations, etc., mais qui surtout a construit à l'échelle de la ville de Rennes une envie de continuer. Et donc la mise en place aujourd'hui d'un conseil citoyen du numérique responsable qui est
composé de citoyens qui peut s'autosaisir, qui a déjà rendu 2 premiers avis sur d'autres sujets autour de la dématérialisation des services publics, autour de la santé mentale, tout simplement parce que les sujets numériques se parlent entre eux et parlent à un ensemble d'autres questions de la société. Et ça a paru extrêmement intéressant et important, en l'occurrence, à la collectivité rennaise, de poursuivre dans cette voie et de continuer à avoir les éclairages des citoyens. J'ai encore combien de temps, Jacques ? Ça dépend de ce que tu veux. J'ai encore énormément de choses à dire. On a la journée, non ? Je continue. Tu m'arrêteras. On est là dans un cadre général, qui est celui qui s'appelle la démocratie technique, qui est un cadre qui n'a pas commencé avec le numérique et dont l'ouvrage de référence pour moi, c'est un livre dirigé par Michel Calon qui s'appelle « Agir dans un monde incertain » et dont les principaux exemples sont tirés du champ de la santé. Pourquoi du champ de la santé ? Parce que voilà des domaines dans lesquels l'autorité de gens qui savent est évidemment très importante, très, très légitime, mais il se trouve que qu'il s'agisse de pathologies chroniques, de diabète, d'insuffisance rénale ou de situations de handicap ou de fléaux sanitaires comme l'a été le sida, on a vu se dessiner une société civile qui a d'importants savoirs d'expérience, qui développe une expertise d'usage et qu'en fait il est urgent d'écouter si on veut comprendre ce qui se joue, trouver des leviers d'action et même enrichir la connaissance et la science. Il y a un cas spécifique du numérique par rapport à ces questions-là, et il y a un cas spécifique des data et de l'IA. Cas spécifique du numérique, en fait, c'est qu'on est dans un domaine où, d'abord, le numérique, c'est des techniques socialisées, c'est pas une industrie ou une science hors sol. Une énorme partie de ce qui se joue, c'est les usages qu'ils produisent. Donc, bon courage pour regarder le numérique sans regarder les usages. Et puis, l'autre chose, c'est que les acteurs les acteurs les plus puissants portent des discours d'autorité extrêmement forts. Ceux qui ont des choses à vendre, les lobbyistes, ceux qui ont une politique nationale à vendre par moment, ceux qui ont une autorité technique à défendre. Et donc, très souvent, on a le circuler, il n'y a rien à voir. Or, il se trouve que quand les seuls qui s'expriment sont ceux qui ont quelque chose à vendre, nous avons un problème. En l'occurrence, quand on s'aventure un peu plus loin sur les questions numériques, on voit que le numérique est quand même très, très, très sur la sellette, avec des enjeux environnementaux dont vous avez parlé hier, avec des questions de répartition de la valeur et de fiscalité, avec des questions de la production de la haine et de la violence en ligne, avec des questions de fake news, avec tout un ensemble d'enjeux. C'est-à-dire que le numérique est l'affaire de tous. Et en plus, il percole vers des questions de travail, d'environnement et de liberté. Donc, progressivement, les entreprises du numérique elles-mêmes se dotent de principes et prennent des engagements. Et pourquoi est-ce qu'on a des leviers ? Parce que leurs employés, leurs recrues nouvelles et futures, dans des métiers en tension, mettent la pression sur eux. Et que derrière ça, en fait, leurs actionnaires aussi commencent à leur dire « rendez-moi des comptes, faites pas n'importe quoi ». Donc, qu'est-ce qui se passe plus précisément sur les données ? J'accélère et je vais vers une conclusion pour ne pas saturer votre attention. En fait, ça fait quelques années qu'on voit que les données sont devenues des objets politiques, économiques et sociaux du territoire. Donc, il s'agit d'énormément d'autres choses que simplement l'affaire des techniciens. Et en fait, c'est des sujets sur lesquels la société civile est faible, voire très faible. C'est-à-dire qu'on a en France un tout petit nombre d'associations assez faibles, dont presque aucune n'est soutenue par des fonds publics et dont presque aucune n'est soutenue non plus d'ailleurs par les philanthropes et le mécénat. C'est une exception française. Ailleurs, les fondations savent soutenir ces sujets qui sont en cours. Or, il y a des choix à la clé et il y a des possibilités. Hier, vous avez parlé d'IA frugale, mais on peut se dire choisir dans la conception qu'on va inclure des questions de vie privée dans les objets connectés, de la réparabilité dans les objets techniques, etc. C'est des choix. Et donc, avec quoi est-ce qu'on peut sortir de ces débats ? On peut sans doute en sortir avec davantage de culture de ces questions et avec peut-être des débats éclairés et apaisés.
j'en reste là pour l'instant, mais Merci beaucoup, Jacques-François. Je pense qu'on peut l'applaudir avec